Salut tout le monde. Hop, salut Ibrahim. Salut François. Ok, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer un peu qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça? Écoute, moi c'est Ibrahim, je suis contrôleur de gestion depuis à peu près une dizaine d'années, en comptant l'alternance. Ça fait à peu près 10 ans que je suis contrôleur de gestion. Donc j'ai fait à peu près 7 ans en CDI, alternance, ensuite 5 ans en CDI, et ensuite je me suis lancé en freelance, en indépendant à partir de juillet 2024, du coup, Ok. pendant à peu près 2 ans. Donc voilà, globalement un peu mon parcours. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, contrôle de gestion, c'est plutôt de la finance. Ouais, Voilà, c'est l'axe on est dans le finance. milieu, on est dans le milieu de la finance. Comparé, Exactement. comparé à d'autres interviews qu'on peut voir sur la chaîne, ça fera justement un Ouais, côté, ça change un peu. voilà, ça va contraster un peu, surtout sur ce qu'on va discuter. Donc du coup, pourquoi après 7 ans, tu as décidé de te lancer en tant que freelance? Parce que franchement, j'avais envie de changer un peu. Parce que je me disais qu'en fait, si tu veux, je voulais multiplier mes expériences. Sachant que j'ai fait un seul groupe. J'ai fait un seul groupe. Donc j'ai fait mon alternance et ensuite 5 ans CDI, 7 ans. On s'était dit, bon, il est peut-être temps d'un peu multiplier mes expériences, de voir un peu de choses. Et je m'étais dit que la meilleure manière de le faire, bah, c'est d'intervenir dans plusieurs entreprises, dans plusieurs secteurs d'activité. Et je trouvais que en tant que consultant, c'était la meilleure option pour faire ça, quoi. Donc Ouais, voilà un donc, peu pourquoi je me suis lancé dedans. donc 7 ans, donc 7 ans dans la même boîte au final? Ouais, dans la même boîte, ouais. 7 ans dans Ok, la même 7 ans boîte, dans la ouais, même boîte, ouais. exactement. T'avais Ouais. un peu l'impression de faire le tour et vouloir voir plus Ouais, grand. ouais, et après, ce qui était bien, c'est que j'étais dans un grand groupe. Donc, tu vois, j'ai eu plusieurs changements de poste qui fait que parfois, tu vois, j'étais dans une activité de service et parfois une activité de l'industrie. Donc, on va dire que j'ai pu voir pas mal de choses, mais si tu veux, on reste quand même dans la même boîte avec les mêmes process, etc. Donc à un moment donné, les mêmes outils. Donc voilà, ça commence à devenir un peu redondant. Donc je voulais un peu voir autre chose, quoi. Ok. Et à l'époque, ta transition, elle s'était passée comment? Est-ce que tu avais eu des challenges et trucs comme ça? À l'époque, alors, moi le truc c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai démissionné en fait de mon poste pour me lancer en freelance. Alors bien entendu, j'aurais voulu trouver une mission avant de démissionner, mais le souci c'est que, bon, je pense que tu le sais très bien, hein, c'est que les missions en freelance, tu peux pas forcément savoir quelle mission sera là dans 6 mois, dans 3 mois, Trois même mois. Mhm. parfois même dans un mois, c'est compliqué. C'est plutôt faut avoir une certaine réactivité. Donc je m'étais dit, bah écoute, ce qu'il faut faire, c'est démissionner et arriver vers la fin du préavis, commencer à chercher à fond, tout en cherchant quand même, hein, durant le préavis, j'avais 3 mois de préavis. Euh, mais ce qui se passe aussi, c'est que je pense que j'aurais peut-être dû négocier une rupture conventionnelle. En fait, j'étais parti du postulat qu'ils allaient refuser. Mais je pense qu'ils auraient refusé, mais bon, moi j'aurais tenté. Mais voilà, faire attention un peu à ça. Ok. Et à l'époque, t'avais mis. Parce que ça, si, ouais, ça c'était avant qu'on commence à travailler ensemble. Là, quand on Ouais, travaillait c'était ensemble, avant. t'étais déjà en tant que freelance. Ouais. Donc à l'époque, ça t'avait pris longtemps une fois que t'avais décidé de quitter ton CDI pour trouver ta mission? Alors, j'ai trouvé une mission 3 semaines après, mon dernier jour. J'ai Ça va. trouvé une mission 3 semaines après, en plein été. C'était fin, je crois que j'ai commencé la dernière semaine de juillet, la 25 ou 26. Après, c'était pas une mission hyper longue, c'était une mission à peu près 2 mois, 2 mois, 2 mois et demi. Mais j'étais assez étonné parce que, agréablement surpris parce que j'ai retrouvé une mission assez rapidement. Donc, ça, c'était bien de ce côté-là. Ok. Donc t'as pas eu trop d'enjeux, on va dire, dans la recherche. C'est assez bien calibré. C'était assez bien calibré. Après, le truc, c'est que aussi, en fait, avant de démissionner, j'ai fait une étude de marché quand même. Si tu veux, j'ai contacté des indépendants en contrôle de gestion. Je leur ai demandé, voilà, entre guillemets, un peu auditer mon profil. Et voilà, par rapport à mon expérience, mes compétences, est-ce qu'ils trouvent que je vais trouver une mission assez rapidement ou pas? Et la plupart me disaient que j'avais plutôt un bon profil, j'étais dans la bonne courbe, tu vois, j'avais près 5 6 ans d'expérience, et du coup mon TGM ne serait pas un TGM à 1200 euros, tu vois. Donc, généralement, les entreprises aiment bien ce genre de profil un peu senior, et du coup ça m'avait rassuré, et je me suis dit, bah écoute, c'est peut-être le moment d'y aller. Mais avant ça, j'avais quand même, je m'étais quand même renseigné Ok. là-dessus. Ok, donc ouais, à l'époque, tu t'étais quand même renseigné. Et est-ce que tu te Mm. rappelles le contexte du coup de pourquoi au final t'as décidé de faire appel à moi, bah, au moment où on a commencé à travailler ensemble?
En fait, le truc, c'est que, on va dire que j'ai fait une autre erreur, c'est que lorsque ma mission s'est terminée c'était, je crois, début octobre, je m'étais dit, oh, bah, ça va être facile, je vais trouver rapidement une mission comme la première fois. Et non, en fait, je dis pas que la première fois c'était un coup de chance, mais il faut quand même avoir une stratégie. Il faut quand même avoir une stratégie, ne pas se dire, ok, c'est pas très grave, je vais trouver une mission rapidement. Du coup, j'ai fait une intermission. Du coup, j'ai fini début octobre, mais ma deuxième mission a commencé en mi-décembre. C'est comme ça, mi-décembre. Et encore, je trouve que ça va, je sais qu'il y a pire. Et je m'étais dit que bon, on va essayer d'éviter cette situation-là. Donc, en pleine mission, j'ai fait appel à toi Hmm. pour anticiper le futur. T'étais déjà dans un axe de prévention plutôt que Ah de oui, dire oui, je vais pas me oui, mettre dans la merde là-dessus, quoi. oui. Et en fait, même c'est plus que ça, c'est que je m'étais dit, il faut que je passe un palier dans le sens où, tu vois, en fait, je vais un peu t'expliquer comment j'ai connu le freelance. En fait, c'est mon frère qui est dans l'IT. Il m'avait un peu parlé de ça. Et en fait, il me disait que actuellement dans l'IT, bah, c'est hyper compliqué de trouver une mission. Parce que bon, je connais pas encore toutes les raisons, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est que premièrement, il y a moins de missions, il y a moins d'offres, qui peut être lié au contexte économique. Et deuxièmement, c'est qu'aussi bah, qu'il y a plus de freelance sur le marché. Donc forcément, si tu as plus de demandes et moins d'offres, tu galères à trouver des missions et en plus ça tire le TGM vers le bas. Donc moi je m'étais dit, pour éviter ça, parce que je pense qu'en fait c'est des cycles tout ça. Tu vois, à un Bien moment sûr. donné, tu as beaucoup de missions, tu augmentes, ça baisse. Et en fait, le freelance en contrôle de gestion, c'est très récent. C'est très récent. Je crois que ça a explosé à peu près en 2020, quelque chose comme ça. Donc l'IT, c'est un domaine qui a été, on va dire, précurseur à tout ça. C'est ça. Et donc, je m'étais dit que pour éviter d'être dans ces pics quand ça va baisser, et que je galère après une mission, il faut que je me crée une sorte d'avantage concurrentiel pour montrer que, ok, euh, certes, il y a moins de missions, mais choisissez-moi parce que voilà, j'ai tel profil, j'ai telle compétence, etc. Donc tu vois, je voulais aller beaucoup plus loin que tout ça. C'était aussi, je voyais aussi une vision long terme là-dessus. C'est pour ça que je m'étais dit, faut investir son temps et de l'argent. Les deux. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Bah, c'est clair, hein, c'est Obligé. clair. Voilà, sans rien. Non, mais c'est ultra intéressant que tu aies justement eu cette vision grâce à ton frère de transposer. Je vois déjà ce qui se passe sur un autre marché. Je Mm, veux venir un peu en tant que pionnier sur mon domaine à moi et regarder si ça mord pour de la mission en finance en fait. c'est ça, exactement. Non mais très 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 intéressant justement bah, ce côté-là et globalement non honnêtement je dirais que comme tu as dit en fait ça se passe par période. Mm, Tu as des périodes porteuses, tu as des périodes moins porteuses. Par exemple, dans l'IT, la période 2024, début 2025, elle a été moins porteuse. Et là, en ce moment, on est sur des périodes qui sont plus porteuses qu'avant. Donc, comme tu as dit, c'est d'accord. des cycles qu'il faut connaître. Et c'est intéressant. Est-ce que tu as justement ressenti un peu dans ta recherche ce cycle sur le côté finance ou pas? Globalement, pas trop. Pas trop pourquoi parce qu'en fait, quand j'étais en mission, je continuais à avoir des propositions. Donc, globalement, actuellement en finance, je pense qu'on n'est pas encore sur ce cycle-là. Après, le truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se lancent aussi en freelance. Donc, peut-être que du coup, le niveau de mission ne va pas baisser, mais le nombre de personnes qui vont venir est en augmentation. Ça, je le constate très clairement. Donc après, à voir, pour l'instant, ça va, parce que si tu veux, j'ai encore des propositions. Mais je pense que à un moment donné, ça va se retourner, hein, à mon avis. Donc c'est là où il faut être malin et essayer de comprendre le marché en avance et de placer un peu ses pions pour éviter tout ça, quoi. Tirer son épingle du jeu. Ouais, moi Exactement. je vois un peu la chose en mode c'est une courbe ascendante. Mais Mm. justement, vu que l'IT, tu sais, c'est des collines géantes, c'est vraiment ça fait ça. Ouais, Le changement, il est beaucoup plus visible. Alors que je pense sur un domaine, comme tu dis, un peu plus traditionnel où le freelancing est devenu une solution un peu nouvelle, je pense que ça monte crescendo comme ça et il y ouais, a de plus en plus de gens. En fait, plus il y a de gens qui vont se lancer et je pense que plus au contraire les clients vont se dire ah bah il y a telle réponse à ce besoin spécifique donc je c'est sais vrai. maintenant que je peux aller prendre un freelance à droite à gauche plutôt qu'une personne en CDI. Ouais, c'est vrai qu'il faut aussi faire la distinction entre, parce que on n'a pas forcément les mêmes fonctions. La finance, hein, c'est une fonction très traditionnelle, très ancienne, très codifiée, plus que l'IT. Donc effectivement, je pense que la courbe va pas forcément être la même tendance qu'en IT. En tout cas, je pense que ça va être beaucoup plus lent en termes de retournement de situation. Après, on n'est jamais à l'abri d'un contexte économique qui fait que bah il coupe,
ils coupent les budgets, comme on peut le voir avec la guerre en Iran hein, actuellement. Mais en tout cas, oui, effectivement, je suis d'accord avec ton point de vue. On n'est pas trop sur la même courbe. Bah, on n'est pas sur des hauts débats, on est sur une augmentation. Ouais, C'est très clairement, ouais. c'est logique, il y a un enjeu en fait où plus ton domaine est vieux et établi, entre guillemets, Mm. moins il y a d'énormes changements dans le paradigme. Exactement. Et en plus, c'est une fonction, la finance, c'est une fonction enfin, que tout le monde connaît, tu vois. Enfin, c'est pas pour critiquer l'IT, bien entendu, mais souvent, tu vois, quand tu dis, pour mon frère, c'est le cas, on demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie, bah, les gens savent pas forcément clairement ce qu'ils font, tu vois, parce que dans l'IT, il y a plusieurs domaines. Alors qu'en finance, on sait que c'est des chiffres, on sait que c'est le domaine sérieux, entre guillemets, bien sûr. Mais je pense qu'il y a tout ça qui joue, quoi. Ouais, le côté attiré par des imprimantes, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le côté un peu tech support, donc ouais, t'as raison. Mais c'est intéressant de transposer justement ça, parce que même sur les façons de négocier tout ça, c'est très différent en fait sur les conditions, les pouvoirs que t'as dans l'IT par exemple et la finance. Mm. Où il y a des choses qui peuvent être beaucoup plus compliquées. Je pense notamment au présentiel, dans le Oui, milieu de la finance, qui est beaucoup plus compliqué à oui. négocier que dans l'IT. Ça c'est ouais, ça c'est un point noir quand même malheureusement dans notre fonction, c'est que les clients sont plus réticents en fait si tu veux au présentiel ou enfin ou plutôt au télétravail. Ils imposent un peu plus leurs conditions. Bon, après c'est un peu comme tout hein, plus tu te vends, plus tu as un avantage concurrentiel entre guillemets par rapport aux autres et plus tu as de pouvoir de négociation. Mais c'est vrai que si on prend l'exemple des grands groupes, là c'est plus compliqué. Bien sûr. Clairement, c'est plus compliqué hein, là-dessus, malheureusement. 100%. Ça c'est dans toutes les entreprises, malheureusement. Hein. Plus tu descends, on va dire, et plus tu as de pouvoir de négociation, mais plus tu Exactement. remontes et moins t'en as, entre guillemets. Bah, tu vois, typiquement, j'avais un client, une TPE, qui avait à peu près 5 salariés, tu vois, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, avec qui j'ai bossé. Et du coup, bah, j'ai travaillé à distance à 100%. 100%. Et en fait, ça s'est fait naturellement, tu vois, ça s'est fait très naturellement. Pas de, là, on te juge vraiment sur une posture prestataire, très prestataire, très entre guillemets ouais, fournisseur quoi. En gros, voilà, t'as une chose à faire et puis j'attends juste les résultats. Quoi. Mais tout ce qui est les modalités autour, ça l'intéressait pas quoi. Tu vois, Et on en revient forcément. beaucoup à la posture aussi. C'est est-ce que tu es capable d'être vu justement comme un prestataire auprès du client ou est-ce qu'on te voit comme un Ouais. CDI. C'est ça. En fait, le truc c'est que tu vois, lorsque tu passes freelance après un CDI, ce qui est dur, c'est de sortir de la mentalité CDI, dans le sens où on sait comment un peu ça se passe, le modèle français, où on fait très attention au présentiel. Heureusement, c'est en train de changer, mais historiquement, c'est comme ça. Euh, du coup, ta posture va être hyper importante. Si tu vois ton premier entretien avec ton client, tu lui montres que tu es seulement un exécutant, que tu attends des ordres de sa part, bah forcément, il va se dire, bah écoute, lui, il va imposer ses conditions. Alors que si tu te montres, tu te présentes en tant que prestataire, en tant que personne qui va proposer une solution, là, oui, tu vas partir sur, on va dire, un même pied d'égalité. Et tu as plus de poids pour négocier. Ça aussi, c'est un travail que doit faire le freelance là-dessus. C'est ça. Et au final, c'est applicable à tous les secteurs. Oui, ça c'est tous les secteurs. Ça, c'est exactement, ça, c'est partout la même chose, quoi. Donc, très important cette posture à travailler. C'est comme tu as dit, ce qui change, c'est la ligne de départ. C'est Ouais, globalement le niveau de confiance sur telle exigence, il est à tel niveau dans un secteur et dans l'autre, il va être à un niveau plus bas et à une typologie d'entreprise comme un grand groupe, il va être plus haut et une petite entreprise, il va être plus bas. Et c'est vraiment un calcul à faire en fait. Faut te dire, bon, mm, bah, qu'est-ce que je suis prêt à abandonner et qu'est-ce que je suis prêt à gagner en fait dans le lot et sur quoi je vais devoir travailler c'est ça. en fonction de ce que je veux. Ouais. Donc, Non, mais c'est clairement ça. Hein. Faut savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut. C'est, tu vois, son why et son, et son comment, tu vois, tout ça, c'est super important de travailler tout ça en amont avant de pouvoir passer un cap. Tu vois, lorsque tu passes de, entre guillemets, le freelance CDI, lorsque tu es consultant dans une boîte, une mission longue où tu fais tes heures, tu dois demander à ton client est-ce que je peux faire du télétravail, etc. À une posture de consultant qui gère son temps comme il veut, tant qu'il, bien entendu, qu'il délivre à temps et en heure, en temps et en heure, mais c'est super important de travailler là-dessus, quoi.
Bah, c'est ce que je dis tout le temps aux gens, hein. Et beaucoup de gens peuvent avoir des attentes irréalistes là-dessus, mais tout ça découle d'un très bon travail. Ouais, Si tu fais pas du bon travail, tu pourras jamais rien renégocier par la suite, en fait. non, tu pourras jamais. Après, il y a aussi, je trouve, le fait d'avoir son réseau, le réseau, tu vois, pour comment trouver une mission. Là, je dérive un peu, mais trouver une mission, c'est pas facile. En fait, c'est pas facile, mais je trouve que le meilleur moyen de trouver la mission, c'est son réseau. Faire appel à son réseau. Et tu vois, moi, typiquement, dans mon cas, euh, j'ai eu, au final, en 1 an et demi, j'ai eu trois missions. Trois missions. Et j'ai utilisé les trois canaux différents. Donc, le premier, c'est que je suis passé par une boîte de conseil. On va dire que c'est un peu l'équivalent d'une ESN pour un freelance IT. Donc, ils m'ont contacté, ils m'ont dit que voilà, on a un besoin. Du coup, j'ai négocié le TGM avec eux. Et ensuite, eux facturent aux clients leur TGM. Donc, moi, je suis passé par là pour créer ma première mission. Ensuite, la deuxième mission, c'est dans un grand groupe. Par contre, ça, c'était du réseau. En fait, c'était une collègue qui bossait avec moi dans mon ancienne entreprise. On est resté en bon terme. Et ensuite, elle m'a dit, écoute, tu sais que t'es passé freelance, j'ai un gros besoin, est-ce que t'es dispo? Et du coup, là, j'ai pu négocier en direct avec le client. J'avais pas d'intermédiaire et du coup, forcément, tu peux négocier un TGM plus important. Et aussi, le fait de passer par ce réseau-là, par ton réseau, c'est que tu peux aussi, on va dire, un peu mieux négocier les conditions en termes de télétravail, etc., d'horaire de travail. Donc ça c'était top. Et après la troisième mission, bah, je l'ai fait suite à ton accompagnement. Je l'ai trouvé via LinkedIn. Du coup. Ok. C'était le client directement qui t'avait contacté? Ouais, c'est lui qui m'a contacté. En fait, je l'avais ajouté et ensuite il m'a contacté directement. Donc, j'en ai déduit que mon profil était assez clair que le positionnement était bien clair et qui permettait de comprendre très rapidement ce que je pouvais proposer en termes de solutions. Et il s'est dit, ça m'intéresse, je vais aller en savoir plus, Ah ouais, je c'est vais le clair, hein. contacter. Franchement, je m'attendais pas qu'il m'envoie un message en premier en fait. Mais comme quoi, ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Encore une fois, quand t'es clair sur ce que t'es capable d'offrir, que tu n'utilises pas trop de jargon et que les gens se disent, ah bah c'est ça que je veux, Ouais, bah ils vont. Ça veut pas dire qu'ils sont prêts à te dépenser 900 € par jour tout de suite, hein, mais ils vont être curieux et ils veulent en savoir plus. exactement. Et en plus, on s'est tellement bien entendu que je crois que le premier appel il a duré 1 heure et demie. Franchement, franchement, ça a très très vite matché. C'était super intéressant. Très important aussi, ça, hein. Très peu de gens en parlent, mais Mm. attirer des opportunités avec des gens avec qui tu as envie de travailler, avec qui ça match humainement et tout, c'est vraiment sous-côté. Ouais, parce que tu vois, on dit souvent qu'il faut trouver une mission, mais il faut pas trouver n'importe quelle mission. Tu vois, t'as des missions où tu peux avoir un TGM très, très élevé, tu vas bien négocier, mais si l'ambiance elle est pourrie, si le client il te fait faire tout et n'importe quoi, franchement, moi je trouve que c'est pas terrible. Enfin, moi, quoi, c'est pas la vision des choses que je vois en termes quand quand tu es freelance, hein. Franchement, ça c'est compliqué quoi. Bah, surtout que notre avantage en tant que freelance, c'est qu'entre guillemets, on peut couper plus facilement si une mission plaît pas. Ouais, ouais. Bah, c'est un des nombreux avantages quand même de passer freelance, c'est de choisir son client. Et lorsqu'il ne plaît pas, bah écoute, je vais jusqu'au terme de mon contrat et je le termine et je pars. Ou si vraiment ça se passe pas bien, le rompre. Bien entendu en accord avec le client quoi. C'est toujours mieux. Oui. Parce qu'après t'as ton image aussi à garder, ça c'est important aussi. Toujours essayer de résoudre à l'amiable, mais c'est vrai que des fois, tu as des clients, tu te dis, c'est compliqué, Ouais, je sais. Bah après, malheureusement, il y a de tout, hein. bien sûr. Très bons clients, des mauvais clients. C'est la vie, hein. On n'est pas au paradis, il y aura toujours des trucs pas optimaux, ça fait partie de Ouais, la ouais. vie. De toute façon, ça peut pas être totalement parfaite la mission, donc parfois faut faire avec. Yes, et puis encore une fois, comme tu as dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je veux pas, et après j'hierarchise et je dis, ben si en fait je vois que ça coche trop de points que je veux pas, ça Exactement. m'apporte rien, et en fait, certes, je gagne de l'argent, mais qu'est-ce que je gagne derrière en fait, et qu'est-ce que je perds surtout derrière. Exactement. Ça c'est parce qu'il y a aussi, on parle souvent du coût financier, mais le coût psychologique, ça aussi, ça joue, hein, franchement, hein. Psychologique, le coût de Bon, non-évolution professionnellement parlant oui, aussi. ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que peut-être que tu aurais pu faire une formation pendant ce temps-là qui fait que tu aurais pu augmenter ton TGM de 20% et puis et malheureusement tu restes bloqué à un certain niveau et en plus la mission se passe pas bien donc c'est important quoi tout ça. Yes, clairement.
Donc, pour trouver tes missions, t'avais utilisé quoi globalement comme stratégie à l'époque? Bouche à oreille? Euh, Bah, du coup, il y avait du bouche à oreille, ouais. Euh, du bouche à oreille pour le client. En fait, mon dernier client, c'était du bouche à oreille qui m'a recruté d'ailleurs, ça j'en parlerai après. Donc comme j'ai dit, c'est le réseau, hein. Le réseau, franchement, ça fait... Parce que quand t'as le réseau, t'as pas de concurrence en face. Donc ça, c'est vraiment pour moi le meilleur moyen de trouver la mission. Après, il y a les cabinets spécialisés. Donc contacter c'est pas vraiment des recruteurs, mais des commerciaux ou des managers qui permettront tu te mets en contact avec eux et ensuite quand ils ont des missions, ils t'appellent. Mais ça, par contre, tu es en concurrence avec d'autres freelances. Et après, sinon, tu as la prospection, tu as la partie de prospection avec création de contenu sur LinkedIn. Pour moi, c'est les trois canaux principaux. Non, pardon, quatrième, Malte également, la plateforme Malte. C'est les quatre canaux principaux. Et Malte aussi, quand tu as un profil bien optimisé, tu as des bonnes surprises quand même. Tu as des bonnes surprises, hein. Moi, perso, j'ai à peu près actuellement, en moyenne, peut-être 3 offres par mois, tu vois, à peu près. Donc, franchement, il faut vraiment activer tous les canaux pour trouver la mission qui peut te correspondre le plus, quoi. Tu vois, il y a beaucoup cet enjeu de quand tu dis le réseau, il y a beaucoup de gens ils disent ouais, mais c'est un truc, voilà, si tu l'as, t'as les bons contacts, et puis les gens qui l'ont pas, ils peuvent rien y faire. Est-ce que tu vois la chose comme ça ou autrement? Non, je vois autrement, parce que, ok, au début, lorsque tu commences, t'es un junior, oui, t'as pas de réseau, mais le réseau, ça se construit. Moi, si je prends mon cas personnel, je suis entré dans mon entreprise dans laquelle j'ai fait 7 ans, ben, je connaissais personne. Et quand je suis ressorti, franchement, en finance, je connaissais peut-être la moitié des personnes, y compris des grands directeurs financiers, etc., avec lesquels je m'entendais très très bien. Et même ces directeurs financiers-là, même après être parti, 2 ans après, ils me proposaient des missions. Ils m'appelaient pour des missions. Non, le réseau, ça se construit. Après, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Tu vois, c'est super important de partir en long terme. Comme on dit souvent, la première, la dernière impression, c'est ce que les gens retiennent de toi. Donc, sur mon terme, c'est important. Mais après, ne pas hésiter parfois à envoyer quelques messages. Tu vois, je sais que, tu vois, lorsque je suis passé en freelance, quand j'ai décidé de démissionner, bah, j'ai fait un truc très simple. J'ai envoyé un message LinkedIn à pas mal de monde pour leur dire, bah voilà, écoute, je suis passé freelance, au cas où tu entends des besoins de ton côté, n'hésite pas à m'en parler. Et juste ça, tu vois, ça leur fait mettre en tête que, ah oui, il est passé freelance, bah, à un moment où j'en aurais besoin, bah, je lui fais appel à lui et moi, ça a marché pour 3 fois, 3, 4 fois. Donc, tu vois, c'est un message qui m'a pris quoi, 5 minutes, mais c'est vraiment quelque chose qui va apporter sur le long terme, bien sûr. C'est exactement ça. Ici, il y a deux points. Bah, comme tu dis, le premier, c'est relancer. C'est aussi une des premières choses qu'on a fait dans l'accompagnement, hein. Faut pas se le Mm, cacher, c'est juste trop puissant. T'as déjà des gens ultra qualifiés, mm. prêts à te donner des missions, et la seule raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est parce qu'ils oublient que tu existes. C'est ça, Bah, logique, tout tu leur rappelles simplement. que tu existes, et boum, tous décollent, tu vois. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et tu vois, enfin, moi je trouve aussi c'est que souvent les gens ont des idées reçues en se disant que bah non, ça va pas le faire. Si je teste, ça va pas le faire. Mais en fait, ça, je trouve que c'est quelque chose qui te ferme énormément d'opportunités. Tu vois, je vais te donner un exemple. Mon dernier client, euh, qui est également un grand groupe, pour lequel j'ai bossé pendant. J'avais une mission de 3 mois à la base, à laquelle je suis passé par le réseau. Finalement, j'ai fait plus d'un an. Plus d'un an. Et en fait, à chaque fois, j'étais prolongé à chaque fois, parce qu'il y avait toujours des besoins, ça s'arrête jamais au final. En fait, tu rentres par une petite porte, et après, à la fin, tu peux sortir par une grande porte. Et ce qui se passe, c'est que en fait, ça se passait vraiment très très bien, et ils voulaient me recruter en CDI. Et en fait, si tu veux, c'était à peu près dans le même domaine que ma première boîte où j'avais été missionné en CDI. Donc, je leur dis, mais écoutez, moi, ça m'intéresse pas forcément, parce que moi, j'étais parti pour multiplier mes expériences, donc rester en CDI, ça me plaisait pas trop. Et ils m'ont proposé 3 fois un CDI, 3 fois en France. Et en fait, à un moment donné, je leur dis, écoutez, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de partir à l'étranger. Parce que si vous voulez, ok, c'est bien, vous me proposez quelque chose, moi ça m'intéresse, mais si c'est pour partir au bout d'un an, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour vous. Donc ce qui se passait, c'est que j'avais déjeuné avec un directeur financier de la division. Il m'a dit, mais tu t'aimerais bien aller où? Moi, je lui ai donné un peu mes critères, donc un peu tout ce qui est Afrique, Moyen-Orient.
Et du coup, il m'a dit, mais ah oui, mais si tu veux, il y a des opportunités peut-être au Maroc, là-bas. Je dis, ah oui, bah écoute, moi ça m'intéresse, regarde et tu reviens me voir. Et tu vois, le fait de lui avoir parlé, bah si j'en avais pas parlé, si j'avais juste dit non, il aurait jamais pensé à moi, tu vois. Parce que je suis un Marocain, donc il se dit, bah pourquoi il va au Maroc, en discutant, en parlant de tes projets, ça ouvre énormément de portes. Et du coup, au fur et à mesure, on a négocié, il s'est renseigné, et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, maintenant je travaille à Casablanca pour mon client. Donc j'ai quitté le freelance, mais parce que j'ai eu j'ai eu une proposition vraiment, on va dire, exceptionnelle, qui m'a fait, qui m'a fait dire, ok, là, c'est vrai que je peux quitter le freelance pour ça, quoi. En tant que contrôleur de gestion aussi? Ouais, c'est ça, en fait, si tu veux, toujours dans le domaine de la finance, de la finance, pardon, euh, dans la filiale marocaine du groupe. Du coup. Hmm. Ok. Ok, ok. Non, mais ouais, comme tu dis, ça, en fait, les limitations, c'est nous qui nous le posons. C'est à chaque fois, on dit, ah non, mais ça va pas le faire et tout. Alors que, bah, il suffit d'une parole, il suffit d'un déjeuner, d'un truc, et au final, Ouais. tu te rends compte que les gens, ils sont pas contre toi, ils veulent ton bien aussi majoritairement, hein. C'est pas vous Mm. contre eux, c'est comment est-ce qu'on aligne pour qu'on soit tous gagnants dans l'histoire. Exactement, exactement. Parce que bah, si tu te sens bien, l'entreprise a tout à y gagner, quoi. On a tout à y gagner, hein. Donc forcément, après, tu vois, le client, parfois, il ne pense pas forcément à mal. Bien Juste que sûr. parfois, il n'y pense pas. Il n'y pense pas et c'est à toi aussi de créer tes opportunités. Ouais, bah, c'est exactement ça. C'est à toi de créer au final tes propres missions plutôt que d'attendre que tout tombe du ciel. Ah Tu oui. peux être proactif, te bouger les fesses, et si tu appuies sur les bonnes choses, bah ça viendra. Ça viendra peut-être pas en une semaine, mais ça viendra au bout d'un moment, c'est sûr. Non, en fait, tu vois, tu poses des fondations. Comme quand tu crées une maison, tu poses les fondations et après, tu récoltes les fruits parfois bien plus tard, parfois de manière un peu plus courte. Mais dans tous les cas, si tu n'essayes pas, de toute façon, tu pourras rien faire. Bah c'est sûr, si tu fais rien, il n'y a rien qui va changer. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a justement le côté... euh, bah, t'as le côté où t'as une approche positive en fait de la chose. Tu Mm. sais, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant ah ouais mais eux c'est des voleurs de TJM, ils viennent pour me sucer mon argent, eux ils sont comme ça. Et tu sais, ils sont dans une logique de confrontation avec tout le monde. Et bah c'est vrai que ça réduit énormément les résultats que t'as parce que t'es en mode je défends mes trucs. Mm. Et tu vas pas être proactif, tu vas pas chercher à demander des choses, tu vas pas demander des trucs, tu vas être en mode ah je prends ou on va me le voler. C'est ça. En fait, parfois, pour moi, il faut aussi voir le long terme. Il ne faut pas voir que l'instant présent en disant voilà, à telle date, je veux telle chose et je veux rien lâcher. Ouais. Parfois, il faut le faire. Parfois, il faut le faire pour pas se faire, voilà, pour pas se faire escroquer, etc. Mais parfois, il faut voir plus loin. Il faut voir plus loin et réfléchir. C'est pour ça que, tu vois, tout à l'heure, je te disais que la stratégie à avoir, c'est qu'il faut être très clair dans sa tête et savoir ce qu'on veut. Et là, ça va te permettre ensuite de réfléchir, de te dire, ok, bon, je vais peut-être lâcher sur ça, mais je vais gagner ça à la fin. Tu vois. Hmm. Donc ça, je trouve que c'est hyper important d'avoir ça en tête. Ouais, c'est faire un pas de côté pour faire trois pas en avant plus tard. C'est ça, hein. De toute façon, on n'a rien sans sacrifice, moi, je trouve. Donc, Yes. Et après, on en revient à est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux et ce sur quoi tu es prêt à sacrifier et sur quoi tu es prêt à gagner trois fois plus tard en fait. mm, Parce que, ouais. T'as aussi, t'as aussi avoir l'état d'esprit de se dire, tu vois, que qu'est-ce que je veux plus tard, ça aussi, c'est pas tout le monde qui l'a. Ça peut être difficile de l'avoir aussi. Mais bon, en fait, c'est un plan de carrière, quoi. Entre guillemets. C'est un peu c'est ça, ça. quoi. Ça, t'as une approche qui est très un peu hiérarchique de ce que tu fais. Tu vois, tu te dis pas en fait je veux juste survivre pour demain, je veux juste ma mission et mon virement qui tombe. T'as une approche très bon bah voilà, c'est quoi mon plan de carrière freelance un peu C'est ça. qui peut manquer à beaucoup de gens qui se concentrent juste sur le jour présent et après ils vont redormir dès qu'ils ont fini d'avoir leur virement. Pour moi, ouais, il faut toujours penser à se projeter au moins un an, 2 ans, 3 ans. Hmm. Toujours. Parce que, en fait, ça te permet aussi de ne pas créer une dépendance. Tu vois, typiquement, là, du coup, je suis retourné en CDI. Mais tu vois, je pense déjà à l'après. Je sais déjà ce que je peux faire après. Bah déjà, je pense que je vais retourner en freelance, déjà, mais de manière différente. Déjà, passer plutôt au forfait, plutôt qu'au TJM, et pouvoir aussi faire des missions 100% à distance. Tu Ouais. vois, pour que, tu vois, si par exemple je veux rester au Maroc, que je ne suis plus salarié
dans mon entreprise, bah, que je puisse quand même continuer à faire des missions à distance pour des clients français. Donc ça, tu vois, je travaille aussi dessus là aujourd'hui, et aussi bah, trouver des choses pour chercher des clients au Maroc aussi. On sait jamais, tu vois, aussi développer un marché ici. Donc, Ouais. donc ça, je trouve que c'est important. Bah, comme Et pour tu l'as dit, il me semble que tu as déjà une mission en parallèle de ton CDI, tu as déjà des trucs en parallèle de ce que tu fais sur ton CDI. Oui, oui, c'est vrai, ça je l'ai pas précisé, mais effectivement, j'en parlais tout à l'heure, mais la petite TPE qui m'avait contacté, bah, aujourd'hui je l'accompagne de manière récurrente, de manière mensuelle. Tous les mois, en fait, je l'aide à faire le bilan de ses chiffres, ce qu'on appelle la clôture. Du coup, ça se passe tellement bien qu'on a décidé de contractualiser ensemble sur une longue période, une longue durée. Donc en parallèle de ma mission, en parallèle de mon CDI, pardon, je travaille avec ce client-là et qui, tu vois, après, à force d'avoir automatisé les choses, ça me prend à peu près, je sais pas, 2, 3, 4 jours peut-être dans le mois, tu vois, et sur lequel je bosse. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal et gérable. Et tu as beaucoup d'axes enfin comme tu dis, en fait, tu as beaucoup d'axes de progression sur le futur parce que sur ton CDI, comme tu as dit, à terme, l'objectif c'est de devenir directeur financier de la boîte. Ouais, c'est ça en fait le truc. C'est que ouais, je l'ai pas précisé, mais là actuellement en fait je suis entré en tant que directeur financier adjoint de la filiale marocaine. Et en fait l'objectif à terme, ce serait de monter un peu plus quoi, et de prendre le poste de directeur financier sur du moyen terme, on va dire. Et du coup, tu as deux axes de progression parce que tu as l'axe freelance de je vais essayer de faire du forfait plutôt que de vendre juste du temps. C'est Et de ça. dire, bah, en fait, j'ai envie de voir aussi ce qui se passe plus haut dans l'échelon via mon CDI sur le rôle de directeur financier. Quoi. C'est ça, en fait, j'ai un axe, on va dire, vertical, donc en termes de hiérarchie, et un axe horizontal aussi en termes de mission freelance. Donc, je laisse les deux portes ouvertes, donc, et après, on verra bien ce que ça donne. Hein. Mais en Là, tout cas, il faut bosser dessus en avance. C'est très clair. bah, l'avantage, c'est qu'après, tu vas pouvoir choisir ce qui te fait kiffer le plus. Quoi. C'est ça, c'est ça, exactement. Ou les deux, si tu kiffes autant les deux, Les encore une deux, fois, hein. les Les deux deux, peuvent hein. être possibles. Hein. Faut pas se Ça fermer demande de un porte. investissement, mais les deux, ça peut le faire. Ça peut le faire aussi. Faut pas se fermer de porte. C'est clair. Non, Yes. c'est clair, c'est clair. Est-ce qu'à l'époque, tu te rappelles, qu'est-ce qui a fait que tu avais décidé enfin, de me choisir moi pour te coacher? Bah à l'époque, c'était au moment où, bah, tu vois, je m'étais dit, là, il faut que j'anticipe au maximum pour éviter les longues intermissions. En fait, du coup, moi, j'avais fait un peu de recherche sur LinkedIn, je regardais un peu à droite et à gauche, et je crois que j'avais trouvé ton profil parce que quelqu'un de mon réseau avait aimé un de tes posts, du coup, je suis tombé sur un de tes posts. Du coup, par curiosité, je suis parti regarder. Après, le truc, c'est que moi, au début, je pensais que t'étais seulement axé IT. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, bon, tu vois, tous ces clients sont dans l'IT. J'avais vu tes recommandations sur ton profil LinkedIn. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas adapté à moi. Du coup, après, j'étais parti regarder sur d'autres accompagnements. Mais finalement, je suis revenu à toi. Je m'étais dit, bon, écoute, de toute façon, j'ai rien à perdre, autant le contacter, puisque tu proposais un audit gratuit de 30 minutes, un petit échange. Je me dis, bah, autant lui poser la question, on verra. Et du coup, ce qui fait aussi que je t'ai choisi, c'est que bah, le nombre de recommandations, je crois qu'à ce moment-là, il y avait quoi, une centaine, ou un peu moins d'une centaine, quelque chose comme ça. Et aussi, ton profil était plutôt bien attirant. Et tu avais aussi fait un petit e-book sur Malte, il me semble. Je l'avais lu. Et je t'ai dit, ok, bon, lui, il a l'air de comprendre le marché, de savoir comment ça se passe, de comment ça marche. Je me suis dit, bah écoute, il m'a l'air pas mal. Du coup, je trouvais que tu avais développé une bonne autorité sur le sujet. Et du coup, bah après, il m'a dit, bah je vais faire un petit call avec lui et voir ce que ça donne, quoi. Et après, on a discuté, et puis voilà. Hein. C'est dans l'appel que tu as décidé que voilà, il connaît assez le domaine de la finance, ou en tout cas il connaît assez son sujet pour dire je me lance. Ouais, ouais. Bah, en fait, il m'était dit, bon, en final, après que tu m'aies présenté ce que tu proposais, tu dit, bon, finalement, en fait, c'est des choses qui peuvent s'adapter à n'importe quel secteur, au final. Donc, en plus, il me semble que tu m'avais dit que tu avais déjà accompagné quelques personnes dans le domaine, donc, bon, au final, ça devrait aller, quoi. C'est ça. C'est comme tu dis, j'accompagne pas forcément tout le monde. On va dire maintenant j'ai des critères un peu plus réduits, mais globalement c'est une personne qui va en TJM avec un bon TJM et qui recherche des Hmm. missions longues. Donc globalement on a déjà fait IT, on a déjà fait gestion de projet aussi beaucoup, data, finance.
et tout ce qui est un peu moins, mais tout ce qui est marketing. Mais globalement, Ah, les gros axes, c'est vraiment IT, finance, data et gestion de projet, d'accord, ouais, c'est assez complet, quoi. qui sont assez similaires au final les uns les autres. Il y a beaucoup de petites spécificités à chaque chose, mais Hmm. dans les grosses lignes, comme tu dis, les grosses actions sont assez similaires et après le reste, ben, je m'appuie sur ce que j'ai déjà fait sur chaque typologie de personne et ça se passe très bien. Oui, parce qu'à la fin, au final, on utilise tous les mêmes canaux, principalement pour trouver des missions, hein. Donc, Yes. forcément. Donc ouais, ça peut ne pas être adapté sur plein de petites choses, genre des gens qui recherchent toutes plein de petites missions à 500 euros Oui, ou des trucs comme ça, ou genre sur des appels d'offres ultra privés pour des missions gouvernementales qui n'apparaîtront pas sur les plateformes. Bah ouais, là oui, je suis pas la bonne personne. c'est clair. Ou pour tout ce Ça qui est dépend. canaux physiques, réseautage, tu vois, tout ça. Donc il y a plein de trucs, tu vois, sur le fait que je peux pas faire aujourd'hui et c'est ok. Hmm. Et du coup, c'est ultra intéressant ta chose parce que c'est très bien de se demander est-ce que la personne peut vraiment m'aider sur le sujet. Hmm. Bah ouais, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un investissement. Parce que du coup, tu proposes un abonnement 3 mois. Donc tu vois, c'est quand même assez long. Et pour moi, il faut trouver la bonne personne. Il faut quand même un peu benchmarker. Il faut pas sauter sur le premier venu. Après, forcément, aussi, la personne a un profil clair et a beaucoup de, de recommandations, etc. Oui, le choix, il peut être plus rapide. Il peut être plus rapide. D'où l'intérêt de booster son profil pour les freelances également. Après, on en revient à ce qu'on a dit, c'est comme toi avec le client, hein, c'est le feeling aussi, ça joue beaucoup. Est-ce que je Ouais, m'entends bien avec cette personne, tu vois, est-ce que ça passe ou... ça joue énormément parce que, bon, tu vois, un accompagnement de 3 mois, si je prends ton exemple de ton cas, 3 mois avec une personne que t'aimes où vous pas. vous entendez pas, c'est long. Tu peux trouver le temps très très long. Ah, et puis même moi, j'ai pas envie de passer mes journées à voir des gens que j'aime pas, hein. Je préfère être honnête là-dessus. Ah, c'est clair, c'est clair. Je comprends tout à fait. Donc ouais, dans tous les cas, la qualification, elle se fait des deux côtés. Comme Ibrahim a dit, de toute façon, si vous savez pas, bah, prenez un appel. Au pire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? On vous dit oui, on vous dit non, et puis Mm, vous faites votre propre avis, et voilà. mm, Il n'y a pas à exactement. compliquer la chose. C'est ça. Yes. Non, ok, très, très clair pour le coup. Tu dirais que l'accompagnement t'a aidé en quel point, justement, spécifiquement? Alors moi, ça a été bah, Malte en premier lieu. Bah, j'ai vu la différence très clairement, tu vois, parce que tu vois les statistiques euh, de vues sur ton profil, bah, ça a explosé après l'accompagnement. Moi, très clairement, j'avais des propositions de mission, comme je t'ai dit, en moyenne 3 fois par mois, parfois plus en période de pic. Mais clairement, le fait que j'ai boosté mon profil avec l'accompagnement, ça a vraiment changé les choses, très clairement. Après, deuxièmement, c'est aussi toute la partie LinkedIn, toute la partie également optimisation du profil, prospection et création de contenu. Parce que moi, à la base, tu sais, moi sur LinkedIn, j'étais quelqu'un qui disait, ouais, tous ceux qui publient, bon, pas forcément tout le monde, mais c'est un peu les nouveaux influenceurs. J'avais un peu cet état d'esprit-là, parce que bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui font des posts, voilà, pas terribles. Mais je me suis rendu compte aussi de la puissance de la création de contenu, quand c'est bien fait, bien entendu. Ça peut vraiment être un changement. Et tu vois, par exemple, le client, la TPE que je suis, même actuellement, elle m'a fait part du fait que parfois, elle a vu un ou deux de mes posts qui ont fait qu'elle a décidé de me contacter. C'était sur, je crois que c'était un post sur la gestion du cash, la trésorerie. Et elle s'est dit, ah oui, ça me parle. En fait, il faut que le client, que le prospect se sente concerné par le poste. Il s'est dit, ah oui, ça c'est ma situation. Lui, il a bien compris ce que je veux et il veut peut-être me proposer quelque chose. Et il y a aussi le fait du coup d'optimiser le profil, c'est en complément de cette prospection-là. Parce que du coup, le client va lire ton poste, ça va l'intéresser, bah forcément, il va aller voir ton profil. Ici, il voit que ton profil est bien fait, qu'il est très clair, qu'il est aussi bah, esthétiquement, qu'il soit beau. Bah là, ça va grandement augmenter les chances de convertir ce prospect en client potentiel. C'est exactement ça. Comme tu dis, en fait, que ce soit sur la création de contenu ou la prospection, hein, création de contenu, un mec qui t'intéresse, tu vois son profil, c'est pas beau, tu t'en vas quoi. C'est ça. Prospection, c'est pareil, tu prospectes quelqu'un, le premier réflexe c'est bon bah c'est qui ce gars-là, pourquoi il m'envoie un message? C'est ça. Je vais aller voir ce qu'il fait, on comprend pas, Mm. bon bah on va pas te répondre quoi. C'est ça. Donc ouais, Tout ça, tout ça se complète. Hein. Tout ça, c'est complémentaire. Quoi. c'est des briques.
Les briques, tu mets Ouais, des briques de tout, 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 tout. c'est ça. Mais ouais, il faut faire en sorte que les fondations soient importantes. Et fondations aussi, c'est aussi tout le côté bah, pourquoi on te choisirait toi. Travailler le pourquoi on te choisirait toi plutôt qu'un autre. Mm. Et bah, ça revient aussi beaucoup à ce que tu as dit, du coup, ça l'étude de marché. Parce que si tu sais pas qu'est-ce qui peut faire tiquer un client en mode ah bah ça m'intéresse, j'ai besoin de lui, déclencher ça, ben tu déclencheras pas d'intention envers toi en fait. Exactement. Il faut bien connaître sa cible. Euh, Parce que connaître sa cible, ça permet de, de trouver les angles d'attaque ou les angles par lesquels tu peux entrer pour pouvoir le convertir en client. Tu vois, typiquement, lorsque je faisais mes posts, j'axais beaucoup sur la trésorerie. Parce qu'en ce moment, les TPE PME, ils sont en tension sur même les grands groupes, mais vu que les TPE PME ont moins de ressources pour passer ces périodes difficiles-là, ben, c'est un sujet qui leur parle quotidiennement, tu vois, et c'est une source de tension. Donc le fait d'en parler, d'expliquer un peu ma vision des choses sur ce point-là, bah forcément le client, le prospect va se dire ah oui, il a bien compris ce que je veux, lui il m'intéresse, lui il a retenu mon attention. Et c'est là où tu as commencé à ton travail de conversion du prospect en client. Et ça, tu vois, peut-être que le client l'a lu, était en train de dormir ou faire une sieste, et du coup, tu vois, ça tombe tout seul, quoi. C'est ça. T'es pas obligé. En fait, le vrai avantage de la création de contenu, c'est que c'est des efforts décorrélés de ton temps. Parce que ton Ouais, post, il touche 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, peu importe. Et tu vois, même les gens, en fait, ils ont une vue très biaisée de la chose, je trouve, sur Internet, où ils disent 100 personnes, c'est que dalle. oui, Mais 100 personnes ultra qualifiées, c'est ouais. énorme, en fait. Mm. C'est énorme. C'est énorme. C'est un truc de fou. On se rend pas compte parce qu'en fait, la plupart, c'est des dormeurs. Ils vont lire, ils vont pas agir. Mais au bout d'un moment, Ouais. t'en as un qui va lever la main et va être en mode c'est bon, je suis réchauffé, je veux passer avec toi. Mais tu sais, ça c'est important parce que moi aussi, malheureusement, je suis tombé dans cette course à la performance. Tu vois, le nombre de likes, le nombre de vues, c'est quelque chose. Parce qu'en fait, tu vois, c'est des choses qui gonflent l'ego en vérité. En vérité, Bien c'est sûr. des choses qui gonflent l'ego. Les gens sont contents, ouais, je suis quelqu'un de connu, etc. Mais à la fin, tu vois, typiquement, mon client, bah, celui-là, il me parlait des posts que j'ai écrits, mais il m'a jamais liké. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il dit ok, donc il y a des gens qui lisent en fait, mais qui peut-être ne veulent pas liker ou peut-être que ça ne les intéresse pas de le faire, mais ça ne veut pas dire que ton nombre de likes c'est pas forcément corrélé à la crédibilité de ton post. Exactement. Et j'ai même un exemple ultra clair là-dessus. C'est dis-toi en fait, des posts qui font vendre, c'est des posts généralement ultra précis où la personne publiquement, elle peut pas être vue en train de liker ce post. Parce que Ouais, imagine, tu parles d'un problème de trésorerie où tu dis en fait ça fait 3 mois que le grand groupe il a plus de trésor et il peut pas payer ses employés. Bah t'as pas le dirigeant TPE qui va commenter moi aussi j'ai plus de thunes dans mon entreprise, forcément. viens m'aider. Bah non, il peut pas faire ça publiquement, donc il peut pas montrer des signes d'intérêt envers ce que tu dis. Mais pourtant c'est ce contenu là qui va te dire au fait c'est toi que je veux comme solution. Exactement. Donc Et du coup, ouais, on revient à la même chose, c'est qu'il faut connaître sa cible. Il faut la connaître pour pouvoir bah, créer des opportunités. Et effectivement, s'il commence à mettre des likes sur des choses qui le concernent, malheureusement, tu vois, ça donne des mauvais signaux à peut-être des gens dans son réseau, hein. bah oui, bah imagine t'es employé dans une entreprise, tu vois ton PDG qui like des commentaires sur comment remplacer ses employés avec l'IA, Ouais, ça comment c'est. faire quand t'as plus de trésor depuis 3 mois, comment faire une exit liquidation judiciaire d'entreprise, bah là c'est foutu, hein. Il suffit qu'il y ait un employé qui voit, il va aller parler et On va aller tout est parler à tout foutu. le monde, ça peut aller loin, faire des grèves ou autre. Non, franchement, c'est quelque chose de super important, hein. La création de contenu, c'est quand même quelque chose de puissant. T'es capable de mettre des mots sur des choses qu'ils peuvent pas avouer publiquement, Mm. et quand ils comprennent ça et qu'ils arrivent à le conscientiser, ils sont en mode bah je veux lui parce que je peux pas faire une offre publique qui parle de mon problème. Je peux pas C'est ça. parler publiquement. Je peux pas aller voir des gens. Donc il faut que je trouve la solution à mon problème, qui est Ibrahim, et que j'aille le contacter pour voir comment il peut m'aider. Exactement. Bah, tu vois, là, on rentre dans le fait que c'est aussi ça qui fait qu'un freelance qui trouve des missions quand il veut, à n'importe quel moment, soit différent d'un freelance qui se contente d'aller chercher des missions longues en régie sans avoir de plan de carrière clair. Parce qu'en fait, celui qui fait ça, en fait, pour moi, c'est plus un entrepreneur. Il a une démarche entrepreneuriale, alors que
c'est peut-être un peu caricatural ce que je dis, hein. Ils sont pas forcément tous comme ça, mais malheureusement, il y en a beaucoup comme ça qui sont en freelance dans des grands groupes, qui restent où ils sont, ça leur suffit, ils en ont argent tous les mois. Bah, quand le client, tu vois, par exemple, il a plus d'argent pour cette prestation-là, bah voilà, il commence à s'affoler. Mhm. Et alors que le freelance qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, création de contenu, recherche de clients, lui, bah, ça lui fait rien. Enfin, ça lui fait pas forcément rien, mais il sait qu'il a un plan B, C, D, E. Là, tu vois, c'est un changement de posture complètement différent à avoir. Ok. Bah, si je rebondis là-dessus, est-ce que tu trouves que justement l'accompagnement il a changé ta façon de voir le freelancing et d'anticiper les choses? Ouais, clairement, parce que bah, le fait de, tu vois, Malte et LinkedIn, c'est tes cartes de visite. C'est tes cartes de visite. Donc, si tu commences à les booster, à les améliorer, pour pouvoir faire, comment dire, attirer des prospects, là, oui, là, tu changes clairement de dimension. Moi, tu vois, ton accompagnement Malte, bah, directement, comme je dit tout à l'heure, j'ai eu énormément de vues sur mon profil, des propositions de mission. Après, sur Malte, on répond à un algorithme, mais le fait d'avoir compris cet algorithme-là, ça m'a permis de déclencher des opportunités énormes, énormes. Et en plus, tu vois, lorsque tu es en mission, si tu es en mission et qu'on te propose une autre mission, bah, tu peux mettre en place l'apport d'affaires également. Donc, tu as tout à y gagner. Et en plus, tu crées du réseau avec d'autres freelances. Donc, franchement, t'as tout à y gagner. Et LinkedIn, c'est la même chose, hein. On améliore le profil pour pouvoir attirer des prospects au complément de la création de contenu. Donc, ouais, clairement, ça m'a fait permettre de prendre plus de hauteur. Prendre plus de hauteur. Et ça permet aussi de comprendre ce que tu veux, ce que tu recherches. Yeah. Moi, c'est le point là qui m'intéresse beaucoup quand j'accompagne quelqu'un, tu vois, c'est vraiment ce côté comment est-ce qu'on ressort ce qu'il met en avant, comment on le différencie des gens, comment on fait que en fait tout le reste, le Malte, le LinkedIn va marcher. C'est pas en cause du Malte et du LinkedIn. C'est parce qu'on comprend tes preuves, c'est parce qu'on comprend ton parcours, on comprend ton client, ta cible. Moi, c'est vraiment les points là qui m'animent parce que je sais à quel point c'est important. Et tu vois, c'est peut-être quelque chose que des gens qui nous regardent n'ont pas la notion d'à quel point c'est fort et ils veulent se concentrer directement sur le Malte ou le LinkedIn. C'est ça. Hum. En fait, ils concentrent leurs efforts sur les outils. Alors qu'en fait, si tu veux, en fait, ces outils-là, ils peuvent devenir très puissants ou ils peuvent être totalement inutiles par rapport à ce que tu vas ressortir. Donc, si tu commences à bien comprendre comment se passe LinkedIn, tu adaptes ton profil en fonction de ce que les gens recherchent et ce que les gens attendent. Là, ça devient un outil extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Mais là, il faut que tu fasses d'abord un travail sur toi. Ça, c'est obligatoire. Parce que sinon, tu ne sauras pas où tu vas. Tu vois. En plus, quand on crée du contenu, il faut avoir une stratégie. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre, c'est que tu vois, tu as un planning de publication, peut-être tu publies, allez, peut-être, moi je publiais trois fois par semaine, donc le lundi, mardi, vendredi, et du coup je m'étais dit, allez, lundi c'est du storytelling, mercredi ça peut être un exemple de cas concret que j'ai pu voir en entreprise, et vendredi un autre cas. Et tu vois, tu suis une sorte de logique, parce que si tu fais que du si tu fais que du storytelling, les gens vont te dire, bah, ok, bon, lui, il raconte que sa vie, il en a un peu marre, tu vois. Et en fait, le fait qu'un post, parce que généralement, les posts storytelling, c'est ceux qui marchaient le plus chez moi. Mais paradoxalement, si j'en faisais trop, ça n'aurait pas marché. Parce que les gens en auraient marre. Donc en fait, il faut vraiment pouvoir harmoniser le tout, parler un peu de tout, mais de manière très structurée et intelligente pour pouvoir faire ressortir les meilleurs posts. Donc ça, ouais, c'est quelque chose qu'on apprend aussi, qu'on voit ensemble dans l'accompagnement également. Et ouais, ça peut être contre-intuitif parce que comme tu as dit, tes meilleurs formats c'est du storytelling. Donc logiquement, qu'est-ce qu'on dit? Bah en fait, je vais mettre le turbo sur le storytelling. Mm. Mais t'as l'effet inverse qui arrive en fait des fois. C'est ça, c'est ça. Ça l'effet inverse. C'est pour ça il faut être malin et savoir bien jauger les choses sur la création de contenu. Ouais, sur le pourcentage de qu'est-ce que tu Mm. publies, est-ce qu'il va être lu, est-ce qu'il a été lu, est-ce qu'on a besoin d'être plus vu, est-ce qu'on a besoin de rassurer les gens, est-ce qu'on a besoin de les convertir et C'est de créer ça, un tunnel adapté à chaque étape. c'est ça. Après, il y a aussi la fréquence de publication. L'objectif, c'est qu'aussi que ton prospect te voit assez souvent. C'est que ça ressort. Parce que, allez, si tu publies 3 fois par semaine, si on a un par semaine qui fonctionne, au moins au moins il te voit une fois par semaine. Et c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Alors que si tu publies une fois par semaine et que lui, il rate ce poste-là,
bah, il ne te voit pas de la semaine, il faut attendre peut-être la semaine prochaine si ce poste réussit. Donc en fait, tu peux multiplier par 3 les chances d'être vu, quoi. C'est exactement ça. C'est lisser le risque en fait. Plus tu fais de postes et mécaniquement, plus tu as de chances d'être vu en fait. Mm. Et plus tu as de chances d'être vu, plus tu as de chances d'être. Enfin, de ne pas être oublié et c'est ça qu'on veut en fait. Au final, c'est. On veut se mettre une étiquette sur le front. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, sur quel type de budget, quel type de besoin, tout ça. Et après, on veut qu'on se rappelle le plus longtemps de nous possible parce que, comme tu l'as dit, en fait, bah, les gens sont pas négatifs envers nous, c'est juste nous qui sommes pas assez visibles envers eux alors qu'ils nous veulent des bonnes choses. Ouais, Donc, quand tu es tout le temps visible, les gens vont tout le temps t'apporter des bonnes choses. c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que, ouais, ouais, comme je l'ai dit, il faut vraiment réfléchir. Enfin, je le répète, mais il faut vraiment réfléchir à sa stratégie. Parce que ça fait vraiment, vraiment la différence là-dessus. Yes. Et c'est assez. Enfin, ça, c'est un point où je dirais que tu vois, des gens peuvent réussir à faire un profil LinkedIn mal tout seul, et ils peuvent réussir. Mm. Mais je dirais que les côtés stratégiques comme ça, c'est quoi mes forces, comment je les mets en avant et tout, c'est quand même beaucoup plus dur à faire tout seul. Ouais, Euh, c'est dur. c'est très compliqué, je trouve. D'où l'intérêt de se faire accompagner, hein, parce que avoir cette prise de recul-là, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Surtout lorsque tu viens de te lancer. Ouais, et puis même si tu l'as, t'es sur un enjeu d'hypothèse qui est pas confirmé parce que tu sais pas. Mm. Tu sais pas si vraiment le client il est comme ça ou comme ça. Et en fait, t'as une hypothèse. Et le problème, c'est pas d'avoir des hypothèses. C'est que le problème, tu peux en faire, même avec l'IA, tu peux en faire 100, 150. Le problème, c'est comment je réduis pour pas passer ma journée à tester des hypothèses. C'est ça. C'est ça. Bah, du coup, l'accompagnement, il permet en fait de donner directement bah, les bonnes pistes en fait à avoir. Au lieu d'essayer de tester, tester, tester et peut-être se décourager et se dire bon bah c'est pas fait pour moi. Au moins ça économise du temps, hein, et de la fatigue. Yes, c'est important l'impact mental que ça, hein, parce que déjà personne aime chercher des missions, on va pas se le cacher. Oui, c'est clair. Alors le faire tout seul sur 6 mois, Ouais, c'est compliqué. là tu te poses des questions pour retourner en CDI et t'as raison, au bout d'un Ouais, moment, bah si oui, tu fais ça, forcément. ah, vas-y, c'est trop chiant tout seul. Forcément. C'est un coût, hein, très important. Du coup, pourquoi est-ce que tu recommanderais de travailler avec moi? Ouais, avec moi. Bah pourquoi? Parce que je trouve que tu sais de quoi tu parles. Mhm. Euh, tu maîtrises ton sujet. De toute manière, comme je dis tout à l'heure, les recommandations, toutes les preuves sociales, en fait, elles parlent pour toi. Elles parlent pour toi. T'as plus besoin de faire de la pub parce que les gens font de la pub pour toi. Donc, dans un sens, on comprend vite que tu es la bonne personne pour, en tout cas, pour mon cas et pour ceux qui cherchent une mission, comme on l'a dit tout à l'heure, avec tous les critères, mission en régie, etc., etc. Et également le fait que c'est un accompagnement aussi, on va dire, sur mesure. C'est du one-to-one, tu vois, c'est pas en groupe. Donc en fait, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Et en plus, on peut échanger sur WhatsApp très régulièrement. Donc il y a cette réactivité-là que j'ai appréciée. Et aussi le fait que bah, en fait, les changements, les améliorations, on les voit plutôt rapidement, hein. Au bout du premier mois, tu peux déjà commencer à voir les changements sur déjà ta manière, ton approche entre les missions, mais également en externe sur ton LinkedIn. Donc ça, franchement, je trouve que c'est quelque chose de super important et ça fait gagner du temps aussi, hein, comme on l'a dit, ça réduit ta charge mentale en fait. C'est vrai, c'est non, 100% d'accord là-dessus. La charge mentale, il faut pas croire qu'au bout d'un moment, en claquant des doigts, tout est réussi, hein. Genre, Non, j'ai des gens en appel, ils ont pas de mission depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, et c'est compliqué. ouais, ouais, mais c'est clair. Et ouais, enfin, je le sais parce que j'ai justement déjà accompagné des gens. T'imagines la charge mentale que t'as quand ça fait 50, 60 interviews que t'as et que t'arrives toujours pas à signer une mission. Ouais, ça peut être dur. Ça laisse des séquelles parce qu'après tu te dis, bah en fait, plus personne veut de moi. Je suis nul à chier, j'ai plus de compétences, qu'est-ce qui se passe? Ton estime, elle est détruite après. Et ça joue forcément sur ton travail, hein, Bah oui. forcément, hein. Et ta manière d'approcher les clients, tout ça, ça joue négativement, ça impacte négativement tout ça, quoi. Ah Donc, bah oui, c'est sûr. C'est. après, l'accompagnement aussi, il faut aussi se dire, accompagner avec toi, c'est aussi un investissement personnel aussi. Il faut pas se dire que bon, bah, ok, je prends l'accompagnement, François va tout faire. Non, non, il y a aussi un peu de travail sur soi. Tu vois, tu poses des questions pour essayer de comprendre un peu comment optimiser le profil. Donc, non, c'est un travail qui se fait à deux. Ça Ouais. se fait à deux.
Bah, heureusement que tu le dises. T'as bien raison. Si vous voulez pas travailler, venez pas, s'il vous plaît. Ouais, bah, Je vais pas faire des miracles. non, mais certains pensent qu'il y a des miracles qui vont se passer. Non, c'est pas possible. Il faut toujours un investissement de sa part. J'ai pas de baguette magique, je peux pas claquer les doigts et te donner une mission. Il va falloir se bouger le cul. On va se bouger le cul des deux côtés, mais moi je peux te tirer un peu dessus, mais si tu veux pas, je peux pas faire à ta place. C'est clair. Non, je suis d'accord, hein. Donc, Exactement. donc ouais, tout ce qui est, si vous voulez une Lambo à Dubaï sans travailler, voilà, je suis pas la bonne personne. Il y aura probablement plein de gens sur Instagram bien meilleurs que moi. Ouais, Faut aller les voir de ma part. on les connaît, hein, ceux-là. Ouais, non mais c'est les attentes irréalistes, c'est toute une vidéo là-dessus que je devrais faire. Ouais, ouais, c'est exactement. Plusieurs vidéos même. Allez, même toute une série, allez, je fais une playlist là. Je pars sur 15 vidéos. Ah, non mais ouais, Non mais ok, très bien. Et sur le côté humain, tu t'es senti compris, tu t'es pas senti... t'as pas senti qu'on était là pour te piquer de l'argent ou un truc et qu'on te répondait plus ni rien. Non, 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 non. Franchement, comme je l'ai dit, de toute façon, t'es plutôt réactif. On peut échanger avec toi à n'importe quel moment. Aussi le fait qu'on peut placer les créneaux de manière assez flexible, tu vois. Tu t'adaptes facilement à l'emploi du temps du, euh, de la personne que tu accompagnes. Mhm. Ouais. Donc ça, c'est pratique. Et comme je l'ai dit, la réactivité, lorsqu'on t'envoie des messages ou des interrogations, bah, ça permet d'avancer assez rapidement. Donc, non, franchement, en termes de disponibilité, c'était vraiment parfait. Ok, bah nickel, hein. De toute façon, le but c'est de débloquer au plus vite, hein. C'est dès qu'il y a un blocage, boum, on claque et on débloque. Ouais, c'est ça. Faut pas... C'est très bien passé. Comme tu as dit, en fait, enfin, le meilleur moyen d'avoir des résultats, c'est de faire ce que tu as fait, en fait. C'est juste de dire, bon, bah, j'ai un blocage, je viens au plus vite, je veux que François il démonte, hop, François il démonte vite, je passe au prochain, je passe au prochain, je passe au prochain. Et je viens dans une Mm. logique de je progresse, je progresse, je progresse, je progresse, et je veux juste que ça aille plus vite. Et bah, François est là pour que ça aille au plus vite et qu'il est capable de me débloquer là où je bloque. Ouais. Bah, un truc qui peut peut-être prendre 3 ans, finalement, ça prend 3 mois. Ouais. Donc, forcément, c'est forcément du temps gagné. Ça, c'est sûr. Donc ouais, surtout si vous aimez pas le voyage, si vous avez envie de la destination mais vous n'avez pas de le voyage, ben faites-vous accompagner parce que ça rendra le voyage moins chiant. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Largement. Largement. Voilà, en plus je sais pas si tu as eu cette expérience là, peut-être pas tout le monde, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça et qui disent ah c'est une corvée oh bah au final je m'amuse bien une fois que je comprends les règles du jeu, tu vois. Ouais, ouais, franchement, au final, c'est plus amusant qu'on le croit. Parce que tu vois, essayer de trouver des clients, ça peut être bon, c'est un peu chiant quand même, mais ça peut être aussi une sorte de jeu, hein. C'est une manière aussi de tester un peu ce qu'on sait faire. Donc, en fait, on prend du plaisir. En fait, on prend du plaisir à se dire qu'ok, je me rapproche de mon objectif jour après jour durant cet accompagnement. Donc ça, c'est quelque chose en plus qui motive. Ça motive énormément. Ça rebooste. Et ça augmente aussi. Ça baisse la charge mentale et ça augmente aussi peut-être aussi ton estime de soi. Ça aide à redonner un second souffle, je dirais, pour certaines personnes, ok, qui se font un peu chier dans leur travail ou quoi, où ils voient plus d'éléments de progression. Bah c'est bien de pouvoir se dire à la fin je deviens autonome sur ma négociation, ma recherche de mission et tout, c'est gratifiant je pense. Plutôt que Ouais, se dire ah bah moi je suis pas comme ça et rester comme ça toute sa vie et de dire bah moi je suis pas, comme t'as dit, moi je suis pas influenceur, moi je suis pas commercial, ouais, des trucs comme ça. ouais. Toutes ces idées reçues qu'on a, malheureusement, ça permet en fait de les retirer, quoi. Et à la De fin tu voir te autre demandes mais chose. pourquoi je disais ça à l'époque. Ouais, franchement, je me suis déjà dit ça. Ouais, pourquoi je disais ça? Mais bon, faut tester, hein. Faut le faire Faut le faire pour pour se comprendre. dire ça. Ouais, pour comprendre, ouais. Pardon. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent se lancer mais qui hésitent? Euh, Bah, moi, ce que je leur dirais déjà, c'est que bah, déjà, oui, enfin, faire une première étude de marché, comme je t'ai dit. Et deuxièmement, se dire aussi que le coût de l'inaction est plus important que l'investissement. Parce que certains, ils peuvent peut-être se dire, ouais, j'ai pas trop envie de le faire pour un aspect financier. Je dirais que, bah, en fait, les journées que tu passes sans avoir d'émission, bah, c'est plus important. C'est plus important que l'investissement qui peut être demandé. Et deuxièmement, il faut aussi se dire que l'investissement, il va vite être
remboursé, entre guillemets. Parce que ça permet d'avoir des résultats assez rapidement. Et troisièmement aussi, bah, le fait de ne rien faire, ta situation ne va pas changer, hein. Donc autant se lancer, hein. T'as tout à y gagner en fait. Ça fait mal aux fesses qu'au lancement, mais après ça se passe bien. Ouais, voilà, c'est ça. Faut plus y penser. Voilà. Donc, ouais, un peu enfin un peu fermer son cerveau au moment de se lancer, mais réfléchir avant si c'est le bon Ouais, moment réfléchis. de tout ça et tout. Et Mm. dès que tu ressens que c'est le bon moment, bah faut y aller quoi. Ouais, c'est ça. Parce que Exactement. ça s'améliorera jamais, sinon il y aura toujours une condition externe, il y aura toujours une guerre, il y aura toujours un truc, il y aura un neveu qui va naître, un enfant, un crédit, un truc. Ouais, bah la vie a continué de tourner, hein, continue de passer, donc t'auras jamais de moment parfait, je pense, au final. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc à un moment donné, il faut se lancer, quoi. J'ai eu aucun prospect qui était dans une situation parfaite. Il y a des gens qui anticipaient qui étaient dans de meilleures situations que d'autres, mais personne n'est dans un entre. Bah, de toute façon, si quelqu'un est dans une situation parfaite, il viendrait pas me voir. C'est ça, il n'y aura pas de problème. C'est logique. Exactement. Il n'y aurait pas de problème, donc ouais. Euh, non, bah ok. Tout bon pour moi. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais dire aux gens? Bah déjà, ce que j'ai à leur dire, c'est que c'est très important d'avoir la prise de recul, la prise de hauteur, de réfléchir à ce qu'on veut faire plus tard, avoir un plan sur plusieurs années. Je le répète, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment faire la différence et créer des opportunités qu'on n'aurait jamais deviné il y a un an ou deux. Se projeter et aussi intégrer dans notre plan de carrière des moments de formation ou d'accompagnement. Parce que tu vois, ok, on peut se dire je fais l'accompagnement avec François et puis c'est fini. Je pense qu'il faut toujours essayer de s'améliorer. Il faut Bien toujours sûr. essayer de s'améliorer, toujours rester en veille, faire une veille quotidienne ou de manière mensuelle pour pouvoir se dire ok, ça peut être intéressant à développer. Toujours avoir un coup d'avance en fait. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Donc ça, je trouve que c'est hyper important. Et aussi pour les personnes bah, qui n'arrivent pas à trouver une mission, bah, ne pas désespérer et qu'il faut toujours rester positif et se dire qu'il existe des gens qui permettent d'avoir des gens qui peuvent t'aider à traverser cette période, quoi. Trouver une mission. Parfait. Mon Voilà. mot de la fin, je rebondis sur ce que tu as dit, et c'est exactement ça. L'accompagnement avec François, c'est pas une fin, c'est juste un début. C'est juste que ça va vous ouvrir un nouveau monde où vous allez voir encore plus les choses qu'il y a à faire derrière. Et c'est un jeu infini en fait, hein. C'est comme tu dis. Mon but c'est de vous rendre autonome. Autonome, ça veut pas dire que vous allez être expert et qu'il n'y a plus rien à apprendre. Ça veut dire que vous êtes capable de vous améliorer par vous-même ou que vous voyez la valeur de vous faire aider pour aller encore plus loin sur les sujets, quoi. Mm. Exactement. Et ça jusqu'au restant de vos jours. Oui, totalement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao tout le monde. Salut.